À l'intérieur de la brasserie, le bruit du percolateur couvrait le bourdonnement des conversations à intervalles réguliers. La radio, elle, était réglée sur une station qui accablait la clientèle de pubs hystériques. Le breton ne s'entendait plus penser. Au bout du comptoir, le coin tabac alimentait une file de fumeurs disciplinés. Juste à côté de la caisse, le patron, torchon humide sur l'épaule, tirait des demi-pressions avec un sérieux de pape officiant. Le commandant s'était installé un peu à l'écart, dans le bow window, avec une vue imprenable sur la rue Mazagran et son bureau de poste d'architecture stalinienne. De l'autre côté de la rive, il vit la Lexus noire glisser le long du trottoir et s'arrêter sans un hoquet. Capestan, côté passager, en descendit prestement et se dirigea vers le café, bientôt suivi d'Orsini, Rosière et Pilote. Le breton se leva à leur entrée. Thorez arrive, annonça Capestan. Il a eu une idée et il doit repasser chez lui. Comme d'habitude, à l'évocation du lieutenant Skoumoun, les écoutilles s'étaient fermées. La commissaire avait parlé sans être entendue. Elle persévérait pourtant, vaille que vaille, dans sa volonté de banalisation. Elle ôta son trench et d'un mouvement élégant le plia sur la chaise. Son regard se posa de nouveau sur le breton. Alors ? Je me suis présenté, mais on m'a remercié. Valincourt Veillé, je ne sais pas si vous vous situez. Je situe. Le coup du rapport de synthèse ? Exact, fit le breton. Capestan secoua la tête, plus agacé que vexé. Cet accueil ne la surprenait pas. Le breton resta debout tandis que Capestan s'asseyait à la table. Merlot fit irruption dans le café, se dirigea directement vers le comptoir et échangea une poignée de main avec le barman. Évrard et Dax le suivaient de près. Eux s'arrêtèrent à la table. Ils vont l'avoir, leur rapport. On va boucler l'enquête avant même qu'ils ne la démarrent. Ça réglera la question, reprit la commissaire. Pour ça, il nous faut les premières constatations, l'heure du crime, le rapport d'autopsie. Vous pouvez passer par Buron ? Capestan réfléchit. Ses précédents appels aux décideurs du 36 lui avaient servi de leçon. Si la brigade ne lançait en concurrence sur Maël, mieux ne valait pas annoncer la couleur. Il risquait de se voir opposer une interdiction catégorique. En revanche, dans l'affaire Yann Guénan, et par extension l'affaire Sauzel, l'assassinat de la veuve constituait un nouvel élément. Or, pour poursuivre les enquêtes qu'ils avaient commencées, pas besoin d'autorisation. Toute bonne foi mise à part, ils ne marchaient donc pas sur les plates-bandes de la crime, mais œuvraient en parallèle. Le procédé était cousu de fil blanc et au bout du compte, Buron ne manquerait pas de la sermonner. Mais il contournait l'écueil de la désobéissance frontale. Aucune sanction possible. Avec un inconvénient toutefois, on ne pouvait rien réclamer. Non, dans un premier temps, on reste autonome et discret. Le breton tiqua. Il aurait préféré tenir la hiérarchie informée. Même si ces dernières semaines commençaient à le rompre aux usages, il appréciait peu ses louvoiements et les marges externes de la légalité. Il fronça les sourcils et s'adossa à la baie vitrée, main dans les poches de son pantalon. Il se résolut néanmoins à hocher la tête en signe d'assentiment. Maël m'avait préparé le journal de bord. Je l'ai vu à côté de sa box. « Vous ne l'avez pas montré aux collègues ?» s'étonna Capestan en souriant gentiment. « Non, » admit le breton. Disons qu'un soupçon de condescendance dans le ton de Valancourt m'a poussé à l'hésitation. Faut récupérer ce journal. On ne va pas le voler quand même. Avec une moue indécise, Capestan éluda le sujet. Autre chose ? Quand on est venu la première fois, elle avait un meuble classeur bleu dans son salon qui contenait le dossier de l'ensemble de ses papiers. Il fermait à clé. Je n'ai pas pu m'approcher et voir s'il avait été fracturé, mais si c'est le cas, alors le tueur cherchait des documents tout comme nous. On doit y retourner, fit Capestan. Il y a la crime, mais aussi le commissariat du 10e, l'identité judiciaire. Il leur sera difficile de distinguer les policiers chargés d'enquête des flics de chez nous. Si Valincourt consent à partir, on peut tenter de se rendre sur zone. Même si on arrive à jeter un œil, objecta Rosière, on ne pourra jamais rejeter de prendre des notes sans se faire repérer. Pour les constatations, on est obligé de demander. Non, pas envie, persista Capestan en souriant. On ne va pas braquer le dossier de la crime, si ? Non, on ne va pas, je préférerais une autre idée.
Si quelqu'un en a une d'ailleurs. Tous échangèrent des regards en silence. Ils avaient un problème et pas de solution. Ils ne connaissaient même pas l'heure du crime. On touchait déjà aux limites de l'investigation parallèle. À travers la vitrine, Capestan aperçut Thorez qui avait essoufflé un sac en papier sous le bras. Il lui fit signe depuis la rue et la commissaire le rejoignit. « On va pouvoir écouter ce qu'ils disent, annonça-t-il. « Écoutez. Rassurez-moi, lieutenant, vous n'envisagez pas de planquer des micros sur une scène de crime ? Cette fois, le cas de Capestan se réglerait rapidement, casse-prison. Elle espérait résoudre l'affaire avant la crime, mais ne comptait pas sacrifier sa liberté pour autant. Des mouchards, c'est illégal, mais ça, on doit pouvoir, fit Thorez en rengorgeant. Du sac papier, il dégagea une boîte qu'il brandit sous le nez de Capestan. Écoute bébé numérique. Admirez ces merveilles. 1000 mètres de portée, détection d'éloignement, 3 niveaux d'alarme, veilleuse et ondes maîtrisées, un must de la surveillance du nourrisson. Ils m'ont fait les 2 derniers, acheva-t-il avec satisfaction. Capestan contempla ce policier plein de ressources. Il rayonnait d'un orgueil tout paternel, des babyphones dans l'appartement d'une nounou, des outils d'espionnage les moins discrets du monde, et pourtant, aucun flic ne relèverait leur présence. Évrard gravissait en silence les marches en bois usées. Elle caressait machinalement la surface lisse du babyphone à l'intérieur de sa poche. Il avait la rondeur d'un galet talisman. Il s'agissait de bien le placer. Si Évrard se débrouillait correctement, ils avaient une chance de résoudre les meurtres et des Guénant et d'être reconnus comme des flics légitimes, pas une boîte de vieux clous. Si elle échouait, en revanche, elle se faisait pincer en pleine tentative d'écoute illégale. Qui tout double. De la discrétion, se faire oublier, passer comme une ombre, Évrard savait faire ça. Ni blonde, ni rousse, ni brune, elle endormait. Avec le temps, ce qui n'était qu'une tactique s'était transformé en fatalité. On ne la voyait plus. Rapidement, à force de jouer les sans goût et sans saveur, elle était devenue sans envie et était partie quêter l'adrénaline dans des zones de plus en plus reculées. Elle s'était d'abord mise au jeu pour l'excitation de la victoire, puis, comme tous les accros, elle avait commencé à jouer pour perdre. Cette seconde où une vie entière se décide, ce tour de roulette qui engloutit l'épargne, creuse les dettes et sépare les familles, l'appel du vide. On a rarement l'occasion de regarder le hasard en face et de le voir hésiter. Elle n'avait jamais eu grand-chose à perdre, mais cette fois la brigade lui plaisait. Évrard avait le sentiment de regagner la surface. Elle marchait sur la ligne de crête en léger déséquilibre, mais elle avançait. Il fallait poser le babyphone. La minuterie s'éteignit brutalement. Évrard ne voyait plus rien, et d'instinct, elle se figea, cherchant une veilleuse du regard. Elle entendit Merlot trébucher et jurer avec fougue en atteignant le palier. La lumière revint après un clinc. Et Évrard aperçut un jeune agent qui descendait à toute vitesse, sa main courant le long de la rampe. Elle baissa automatiquement les yeux et se rapprocha du mur. L'homme la croisa sans la remarquer. Quelques mètres plus bas, la voix de Merlot retentit. « Oh là, tout doux, mon garçon !» L'agent s'excusa et réduisit sa vitesse avant de disparaître. Merlot et sa faconde dynamitaient toute tentative de discrétion. Il la rejoignit, reprenant péniblement son souffle et tendit la main vers les hauteurs. « Permettez-moi que je vous précède, cher ami. » Évrard acquiesça malgré elle. Il allait tout gâcher. Ils arrivaient en vue du 4e étage. Depuis la porte entr'ouverte, on percevait le bruit des équipes au travail. Un OPJ au menton carré, en sweat à capuche, sorti de l'appartement de Guénant. Évrard reconnut un ancien de l'OCRB, croisé sur une affaire des jeux. Une brusque suée perla dans son dos. S'il la reconnaissait, c'était foutu. La main d'Évrard trembla dans sa poche et elle resserra la prise autour de l'émetteur. Dans un premier temps, le regard de l'officier passa sur elle sans la voir, mais elle sentit qu'il allait y revenir. Pour une fois qu'on se souvenait d'elle, il fallait que ce soit maintenant. À la seconde où le policier fronça les sourcils, prêt à faire la connexion, Merlot l'apostropha sur un ton de gascon de retour de campagne. « Heureux de te revoir, camarade. Il s'en est passé de belles depuis le canal de l'Ourcq. »
Menton Carré s'arrêta pour saluer ce chaleureux collègue. Il fouillait sa mémoire à la recherche de cette histoire de canal, et Évrard en profita pour se glisser dans l'appartement. Dans le salon en désordre, le procédurier mettait en marche son dictaphone afin d'enregistrer les constatations autour de lui. Les tiges achevaient de relever les traces papillaires, et Évrard émit un de ces bonjours qui sonnent plus naturellement que le silence, mais ne se projettent pas suffisamment pour détourner l'attention. Les équipes répondirent sans noter la présence du lieutenant. Évrard était un ultrason. Elle était là, mais personne ne l'entendait. Un appôt à fantôme. Elle assura sa prise sur le babyphone dans sa poche et posa le pouce sur l'interrupteur. Elle l'enclencha et un léger larcène fila dans la pièce. Les têtes se relevèrent. Évrard se retint de pivoter brusquement. Un des techniciens qui étudiait la moquette se leva, éteignit son stocky, qui traînait sur une chaise, puis reprit son travail. Évrard s'approcha du panier de jouets dans le salon et déposa l'émetteur au milieu des cubes en caoutchouc. Un bout de pansement masquait le voyant de marche. Restait à emporter le carnet. Planque-le dans ta manche, avait conseillé Rosière goguenarde. C'était exactement ce qu'Évrard comptait faire. Elle avisa la boxe, s'approcha, et d'un mouvement souple subtilisa le journal de bord. Mission accomplie. Avant de ressortir, elle repéra le meuble classeur. Il avait été fracturé. En attendant le retour des éclaireurs, la tablée avait commandé des cafés. L'heure du déjeuner approchait, et la brasserie s'animait sur le fond de tintements de couverts. Capestan observait le Breton, toujours adossé à sa vitre. Une fossette tracassée était apparue au-dessus de son sourcil droit, dans la lignée de la ride qui lui barrait la joue. Il semblait ruminer la tournure que prenaient les événements. Pour la première fois de sa carrière, il entrait de plein pied dans l'illégalité. La cause était juste, mais les moyens employés déparaient son plastron immaculé. Il devait en avoir assez de dévaler ses marches. Capestan se surprit à compatir, elle, qui depuis longtemps avait dégringolé tout l'escalier sur les fesses. Le commandant vérifia son paquet de cigarettes, il en restait 4. Il sortit en fumer une en compagnie de Rosière. Capestan avait suivi les conseils de Le Breton et contacté le vétérinaire. Celui-ci avait confirmé que Petit Bonhomme, un jeune chat en pleine santé au moment des faits, possédait une caisse de transport. Un modèle gris et bordeaux garni d'un plaid en laine criblé de poils. Tôt ce matin, la commissaire a été retournée vérifier dans la maison. Aucune caisse nulle part. Le meurtrier était bien reparti avec le chat. Pour qu'il ne meure pas? Pour qu'il ne miaule pas? Capestan se posa encore la question, tout en déballant le récepteur d'audio du babyphone quand Lewis débarqua. Il gara sa voiture, une Laguna jaune avec le béquet arrière et 4 rangées de feux stop sur le passage clouté. Le Breton agita sa cigarette devant le pare-brise et ordonna au brigadier de libérer le bateau pour laisser le passage aux poussettes et aux handicapés. Lewis opéra alors une manœuvre audacieuse. Maniant sa Renault comme une Smart, il la plaqua à la perpendiculaire en hissant les 2 pneus arrière sur le trottoir. La voiture déposait désormais son pot d'échappement aux clients de la terrasse. Le Breton abdiqua en soupirant. Torres se tenait à l'écart et observait les événements depuis une banquette coincée contre un vieux flipper éteint. En plus de son matériel de périculture, le lieutenant avait rapporté quelques nouvelles de ses recherches sur l'emploi du temps de Marie Sauzelle. À force d'appeler les clubs pour identifier la fameuse soirée à laquelle elle devait se rendre, il avait arrêté plusieurs dates. Le 30 mai au soir, elle avait assisté et même participé avec fougue, se souvenait la professeure, au spectacle de fin de saison du cours de tango. Le 4 juin, en revanche, elle avait raté le loto estival du club de tarot, alors même qu'elle lorgnait un de ses lots. Le gigot entier, avait précisé le président. Marie était donc morte entre les deux. Ça resserrait le planning, mais on ne tenait toujours pas la soirée clé. Torres avait rappelé le frère à propos du spectacle, et André affirmait que sa sœur en avait déjà longuement parlé avant d'évoquer la réunion. Ce n'était donc pas ça. Capestan enclencha le bouton de marche du récepteur. Telle une grappe d'adolescents autour d'un unique expresso, la brigade s'amalgama dans le bow window
Sur la table, les coups de bébé crépitants trônaient au milieu des tasses, soucoupes et papiers de sucre froissé. Il émit soudain un son plus net, suivi du timbre métallique d'une voix amplifiée. Victoire! Évrard était parvenu à placer l'appareil dans le salon. Les policiers se penchèrent tous de concert vers l'émetteur. ICO légal préliminaire eut lieu ce matin entre 8h et 10h. L'équipe entière hocha la tête. Ils avaient l'heure du crime. De nombreux silences sans doute destinés à la prise de notes émaillaient le discours. C'est le procédurier qui cause, déduisit Rosière. Pas d'agression sexuelle, pas de traces défensives. Le meurtrier a été très rapide ou la victime connaissait l'agresseur, conclut Capestan. Coup de lame, plus d'argent, plus de bijoux, pas d'ordinateur. Derrière la voix déformée, on distinguait des raclements de meubles, des froissements de bâches, le zip d'une fermeture éclair et des dialogues plus lointains, à peine perceptibles. 5 couteaux identiques à l'arme du crime dans la cuisine. Cambriolage, naturellement, commenta le Breton avec une moue désabusée. Le commandant avait raison, le vol n'était destiné qu'à détourner l'attention. L'ordinateur avait néanmoins disparu. Un fils, Cédric Guénan, 24 ans, résidant à Malakoff. Valincourt devait déjà se rendre sur place pour lui communiquer la triste nouvelle. L'estomac de Capestan se serra. En dehors des premiers éléments, la brigade n'apprit pas grand-chose si ce n'est que le commandant Servier était le chef de groupe chargé de l'enquête, un pur produit du 36. Capestan et Rosière le connaissaient sans plus, pas de quoi réclamer des renseignements au nom d'une vieille amitié. Merlot et Évrard réapparurent quelques minutes plus tard avec des mines de croisés rapatriant le Saint-Suaire. « Laissez agir les professionnels, lança Merlot, bras levés dans un gargouillement d'autosatisfaction. Après avoir accueilli avec bonhomie les congratulations générales qui toutes lui parurent réservées, le capitaine fendit la foule, le bide comme une proue de navire en direction du bar et d'une juste récompense. Évrard resta près de la table, quelques mèches encore trempées de sueur lui collant au front. Elle demanda « Alors, on en est où ? On a une chance de les gratter ?» Rosière répondit tout en démêlant la laisse de Pilou qui avait tourné autour de la chaise. « On a une petite avance avec l'affaire du mari, mais faut pas rêver. Ils sont plus nombreux, avec de plus gros moyens, et tous les képis du quartier qui se trémoussent à l'idée de collaborer avec la criminelle. C'est une enquête, pas une compétition, intervient le Breton. Ta, reprit Rosière. Évidemment que c'est une compète, mon poulet. Ou tu crois qu'on les récupère, nos galons ? En leur livrant le dossier bien plié avec un ruban, tu veux pas qu'on leur file notre code de carte bleue aussi ? Disons que ce n'est pas une compétition, mais qu'on souhaite arriver les premiers, trancha Capestan en souriant. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Demanda Évrard. Tant qu'ils n'ont pas replié, on reste, pour s'assurer qu'il n'y a pas du nouveau. Capestan se leva pour aller trouver Merlot avant que celui-ci n'ait gravement entamé les stocks du débit de boisson. « Capitaine, la patronne, lança-t-il en hissant haut son verre d'anisette. Que puis-je pour vous servir ? Je vous avais demandé s'il y avait un historique entre Buron et Riverny. Vous avez pu entendre quelque chose finalement ? Absolument, j'oubliais. Merlot posa son verre d'un geste précautionneux, tapota sa veste à la recherche de lunettes et les chaussa pour lire un petit bout de papier froissé tiré de sa poche de pantalon. 2009. Buron devait déjà prendre la tête de la PJ, mais à ce moment-là, Riverny, qui œuvrait à l'intérieur, s'y est opposé. Une histoire d'amis et de retour d'ascenseur. Toutefois, il me semble qu'à l'époque, Buron l'est plutôt pris avec philosophie. Voilà. Merlot replia le papier et ôta ses lunettes. « Ai-je accédé à vos désirs, commissaire ? » « Absolument, capitaine, merci beaucoup. » Capestan ignorait encore si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais indéniablement c'était une nouvelle. Elle décida de méditer seule sur les différentes hypothèses avant d'en informer les troupes. Elle tenait un atout, elle ne savait pas encore dans quel jeu. 2 heures plus tard, la crime n'ayant pas migré, la brigade traînait toujours dans la brasserie. Debout au bar, Évrard, Dax et Lewitz disputaient une partie de 421, pendant que Merlot, dans la version augmentée de ses exploits,
s'est penché auprès des joueurs sans qu'aucun d'eux ne s'en émeuve une seconde. Orsini était demeuré dans le bow window, aux côtés de Capestan, mais sans participer au débat, se contentant de contempler ses longues mains. Rosière avait annexé la table derrière eux et découpé un confit de canard aux pommes sarladaises. Répercutée par les reflets de la vitrine, sa tignasse rousse l'auréolait de gloire. Capestan s'adressa à Le Breton, assis entre deux tables, sur une chaise qu'il avait basculée contre la vitre. « Un suspect pour Maël Guénan ?» Le commandant acquiesça lentement en contemplant le fond de sa tasse. « J'étais en train d'y réfléchir, justement. Hier, Maël a glissé que d'autres personnes voulaient lui parler. Elle avait peut-être rendez-vous ce matin. » Jalato ? Non, je ne pense pas, il n'y avait rien d'hostile dans le ton, mais c'est à ça que je réfléchissais. Il n'y avait rien d'intime non plus. Il devait plutôt s'agir d'une vague connaissance. Le Breton eut une moue sceptique et releva le nez de sa tasse pour regarder Capestan. Aussi bien, cela n'a aucun rapport. Il n'était pas convaincu. Capestan se tourna vers Rosière. « Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?» Rosière déglutit et agita son couteau avant de répondre. « Jalato reste dans mes favoris. Il est lié à Yann Guénan, il est lié aussi à Sozel. Et en une semaine, après notre visite au Sable d'Olonne, la veuve se fait refroidir. La coïncidence mérite qu'on s'y attarde. On a peut-être dit un truc qui l'a inquiété, il a voulu nettoyer le terrain. Il était le genre de type à vouloir tout maîtriser. En tout cas, mort violente de la femme 20 ans après celle du mari au beau milieu de notre enquête, c'est pas un hasard. » Rosière eut un sourire entre deux bouchées de canard. « Je propose qu'on retourne au Sable et qu'on lui foute une trempe. » Capestan avait du mal à se faire une idée concernant le constructeur vendéen. Elle ne l'avait ni vu ni entendu. Elle se tapota le menton de l'index et porta son regard sur la rue. Sur le trottoir opposé, un jeune homme en bermuda descendait de son vélo. « Il est réchauffé, ce gamin, » pensa-t-elle, avant que son cerveau ne remarque la tache verte du casque. Soudain, elle réalisa. Le casque, le bermuda, les baskets, elle ne pouvait distinguer l'oreille mutilée, mais la silhouette correspondait au visiteur de Nolin. Que faisait-il ici ? Le garçon en âge ôta son sweatshirt et posa sur sa selle le temps de cadenasser son vélo au poteau de signalisation. Il releva la tête et dégagea les cheveux qui dépassaient de son casque. C'est à cet instant qu'il remarqua les voitures de police. Il se pétrifia. Pourquoi cette réaction ? Capestan bondit de sa chaise et interpella Thorez à travers la salle. « Thorez, l'écureuil de Nolin, là, dehors. J'y vais. »